Bienvenue dans En roue libre, heureux de vous retrouver cette semaine. Laurence n'est pas là. Pour cette semaine, on la retrouve dès la semaine prochaine. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'émission. Et tant mieux, c'est la bonne nouvelle. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux, à faire connaître la seule émission qui parle à tous les automobilistes dans votre quotidien. Pour m'accompagner aujourd'hui, toujours la petite équipe avec Jade. Salut Jade. Salut. Et puis Aurélie qui est là pour représenter l'association 40 millions d'automobilistes. Aurélie, aujourd'hui, c'est un peu Pierre Chasseret, mais alors sans les poils, sans la barbe et sans les cheveux blancs. Bon, on le dira pas. Tout de suite, on attaque dans le dur avec Aurélie. C'est sa sortie de piste de la semaine. Aurélie, cette semaine, pour ta sortie de piste, tu nous proposes de recharger notre véhicule électrique. Moi, ce que je me pose comme question, plus cher ou moins cher par rapport à un véhicule thermique? Eh bien, je vais commencer, si tu veux bien, Pierre, avec cette petite phrase que vous avez forcément lue ou entendue si vous êtes un petit peu intéressé aux véhicules électriques. Le surcoût à l'achat de la voiture électrique est compensé par le prix de l'électricité. Ça vous dit quelque chose, cette tournure? En fait, pour faire simple, on nous explique au quotidien qu'avoir un véhicule électrique, pour vous faire simple, vous allez payer moins cher chez vous et donc vous allez faire des économies sur le carburant et que ça compense le prix astronomique du véhicule électrique. C'est un argument particulièrement répandu auprès des constructeurs automobiles puisqu'ils avancent à marche forcée vers l'électrification de toute leur gamme de véhicules, puisque depuis la décision de la Commission européenne d'interdire la vente des véhicules thermiques à l'horizon 2035, la seule option, c'est l'électrique. Mais la voiture électrique ne rencontre pas le succès escompté auprès du grand public, forcément, puisque le principal frein à l'achat pour les ménages, ça reste le coût du véhicule. Là, on est à plus de 35 000 €, je crois, en moyenne, pour avoir un véhicule électrique qui a une autonomie à peu près correcte. Oui, c'est ça, c'est 2 fois plus que le véhicule thermique standard. Donc non, la voiture électrique n'est pas rentable, elle n'est pas bon marché, et ça c'est pas moi qui le dis, ce sont les études. Ah ben justement, quelle étude? Moi c'est ça qui va m'intéresser parce qu'il y a le prix à l'achat, mais on compense, c'est ce qu'on nous dit, c'est qu'en rechargeant, on va amortir le surcoût du véhicule électrique du départ. Oui, alors premièrement, il y a l'étude de la société Covoltis, qui est un fabricant de solutions de recharge. Et à travers une étude publiée en février 2024, ils ont voulu démontrer justement que la recharge électrique à domicile était meilleur marché que de faire le plein de son véhicule thermique, que de faire le plein d'essence. Alors, effectivement, ils ont fait leurs calculs et ils ont estimé que dans des conditions de recharge à domicile optimisé, on y reviendra, c'est important, le coût de la recharge est estimé entre 2,65 € et 5,30 € pour 100 km à parcourir. La fourchette, déjà, elle est quand même grande. Entre 2,50 € et 5 €, il se passe quand même quelque chose. Mais oui, parce que ça dépend aussi de votre contrat de fourniture énergétique. Ça dépend si c'est en heure pleine, en heure creuse, voire en heure très creuse. Et ça dépend aussi si vous avez une simple prise murable ou si vous avez choisi d'investir dans une borne adaptée dédié à la recharge à domicile. Ouais, c'est une culture, le véhicule électrique. Alors, combien ça revient au final? Est-ce que ça va quand même revenir moins cher de basculer sur une énergie électrique en recharge ou pas? Et quid si on recharge à domicile? Là, normalement, c'est gagné. Là, on ne paye plus rien, paraît-il. Effectivement, à domicile, oui, c'est moins cher que de faire le plein d'essence. Par contre, le résultat est différent si vous vous branchez sur le réseau public. Si vous utilisez des bornes publiques, vous allez payer environ 7 € pour 100 km, par exemple chez Ionity, chez Tesla. Et si vous utilisez un superchargeur, c'est même jusqu'à 12,50 €. Alors là, je fais la conversion, 5 litres au 100 pour un véhicule diesel, 1,50 € le litre, c'est moins cher. Si on veut rapporter aux 100 km, le ministère de l'économie avait estimé à la même période que pour faire 100 km avec du samplon 95 de 10, ça coûtait environ 9,80 €. Donc on ne fait pas d'économie. Rapporter aux 12,50 €, voilà, du superchargeur, c'est pas valable. Mais à la maison, là cette fois-ci, c'est gagné. On va faire des économies. Oui et ben non, en fait, non, pas toujours. Parce qu'il y a cette deuxième étude de l'ADAC, l'Automobile Club allemand,
qui lui a démontré qu'il y avait des pertes d'énergie lorsqu'on recharge les véhicules électriques et en particulier à domicile. Il peut y avoir jusqu'à 30% de pertes lors d'une recharge avec une prise murale standard et entre 5 à 10% avec un boîtier mural dédié. C'est-à-dire que ce que je branche, il y a 30% de mon énergie qui se dilapide, mais je la paye. Et tu la payes quand même. D'accord, donc c'est pas si valable que ça, cette histoire d'électrique. Eh ben non, et donc si on résume, pour que la recharge électrique soit vraiment économique, il faut la faire systématiquement à domicile, ne jamais utiliser de superchargeur, donc il faut avoir du temps devant soi, et puis il faut investir dans une borne intelligente qui permet de lancer la recharge aux heures où c'est financièrement le plus rentable. Pour la petite histoire, ce genre de borne, ça coûte entre 1200 et 2000 euros. Donc avec tout ça, on n'est pas prêt de faire des économies grâce aux véhicules électriques. Et on n'est pas prêt de rouler à l'électrique, en tout cas je pense pas. Moi Jade, je suis pas convaincue. ta petite voiture, tu la gardes encore ou alors tu investis les 30 000 euros du véhicule électrique, plus la borne, plus le machin. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais toi poser une borne chez toi de recharge? Absolument pas, moi je suis en appartement, je suis locataire, le garage il est en sous-sol. Quel étage? 4e. Bah 4e, tu jettes la rallonge par la À fenêtre la et puis limite, c'est bon. pourquoi pas? Mais attention, tu as 30% de perte d'énergie. C'est quand même l'information à retenir. C'est que lorsque vous branchez votre véhicule électrique sur une prise domestique, attention aux fausses promesses. 30% de perte d'énergie, c'est l'énergie que vous allez gaspiller et envoyer pour rien. Allez, vous restez bien avec nous parce que dans quelques secondes, on retrouve Louane. C'est encore pas mal ce qu'elle nous a réservé cette semaine. Allez, je sais que c'est une chronique que vous appréciez, c'est la chronique où on va apprendre quelque chose, mais alors attention, c'est la passion de Gabin. Salut Gabin. Salut Pierre, salut Louane. Salut Gabin. Bon là, tu nous ramènes un beau petit panneau, encore un truc improbable qui est sur les routes. Tu veux que je te montre? Vas-y. C'est celui-ci Pierre. Alors, faut trouver, c'est ça? Ouais. Moi je dis LeBron James qui joue au basket avec des pièces. Tu l'as toi? Aucune idée. C'est un panneau qui signale un paiement automatique par pièce, donc quand on arrive à une voie de péage, et avec interdiction d'utiliser donc des billets, c'est que par pièce, donc par espèce. Il y a encore des automobilistes qui payent en pièces. Parce qu'on me posait la question, est-ce que péage. Louane, toi par exemple, tu as encore des pièces sur toi quand tu Jamais. circules? Pierre? Ah non, moi j'ai rien. Malgré ton vieil âge, tu n'as plus d'espèces Non. sur toi. Après, ce panneau, évidemment, il est signalé quand il occupe toute la voie, parce que évidemment c'est que sur certaines voies réservées, mais il peut occuper toute une voie. C'est pour ça qu'il est signalé 1 km à l'avance et ensuite 400 mètres à l'avance pour que les automobilistes aient le temps de prévoir d'autres moyens. cash. Voilà, c'est ça exactement, du cash directement. Mais avec les autoroutes à flux libre, ça va disparaître. Ce panneau, de toute façon, il est amené à disparaître. Oui, il est amené à disparaître avec les autoroutes à flux libre si on les retrouve de plus en plus en France. Alors on le rappelle, hein, les autoroutes à flux libre, vous savez, ce sont ces autoroutes sur lesquelles vous entrez et vous ne payez plus. Il n'y a plus de barrière de péage, il n'y a absolument plus rien. Bon Gabin, la semaine prochaine, tu as encore un panneau comme ça, pardonne-moi, mais un panneau à la con. C'est un panneau un peu farfelu à vous présenter la semaine prochaine. Sinon, tu as d'autres passions le week-end, tu fais quoi? Bah, le cinéma. C'est quand même plus sympa. Les ralentisseurs dans le collimateur, on en parle aujourd'hui avec Aurélie qui est de retour. Aurélie, pourquoi les ralentisseurs aujourd'hui? Parce que je suis comme tout le monde, Pierre, comme tous les usagers de la route, ce qui me gonfle au quotidien, ce sont les ralentisseurs hors normes. Ouais, mais c'est quoi une hors norme? C'est quoi la norme? Ah, alors, c'est quoi la norme? Alors, déjà, tu sais qu'il existe différents types de ralentisseurs. Il y a les dodanes, ceux qui ont une forme arrondie. Il y a les ralentisseurs trapézoïdaux, ceux qui ont un rampant à l'entrée, un plateau, un rampant en sortie. Ah ouais, ça, Et c'est horrible. puis, ah bah oui, et puis il y a les coussins, alors qu'on dit berlinois, lyonnais, ou qu'on appelle même les gendarmes couchés parfois. C'est cette plaque qui est posée au milieu de la voie de circulation. Le truc dans les parkings. Oui, le truc dans les parkings, exactement. Le c'est truc ça. où on se demande qui a eu l'idée d'installer un ralentisseur au milieu du parking, alors que de toute façon, j'ai jamais vu quelqu'un rouler à 180 au milieu d'un parking. On est bien d'accord. Mais alors, les parkings, c'est un peu particulier. C'est des voies privées. Bon, On fait ce qu'on n'empêche que... Alors, on fait ce qu'on veut? Non, pas tout à fait quand même. On pose pas un ralentisseur comme ça où on veut, n'importe où, au petit bonheur la chance. Pour chaque type de ralentisseur, il existe une réglementation ou des recommandations officielles qu'il faut respecter, que ce soit pour l'installation ou pour la construction. Et ces normes, elles datent pas d'hier. Les premières ont été publiées dans les années
90. Donc c'est quelque chose d'assez ancien que tout le monde est censé connaître. En tout cas, tous les élus. En tout cas, tous les élus, en effet. Et pourtant, on continue à voir beaucoup de ralentisseurs hors normes sur nos routes. Tu sais qu'il y a à peu près 450 000 ralentisseurs sur les routes françaises et que plus d'un tiers d'entre eux sont illégaux, hors normes. Un tiers? Un tiers, c'est énorme. Alors, c'est quoi un ralentisseur hors norme? C'est un ralentisseur soit qui est installé sur une voie de circulation qui n'y est pas éligible, c'est-à-dire que par exemple le trafic est trop élevé ou la vitesse réglementée est supérieure à 30 km/h. Il faut impérativement que la vitesse soit à 30 maximum pour avoir le droit de poser un ralentisseur. Exactement. Ouais, ça paraît normal. Mais cela dit, moi des fois, je vais te dire, quand je roule sur un ralentisseur, même à 30, même à 25... à l'intérieur, ça brinque-balle quand même. Eh bien oui, parce que ça, ce sont des ralentisseurs qui sont également illégaux, mais parce qu'ils ne respectent pas les caractéristiques techniques imposées. Par exemple, ils sont trop hauts, donc une hauteur supérieure à 10 cm. Ou alors, il y a l'angle du rampant pour les trapézoïdaux. Il ne faut pas qu'il soit trop abrupt pour ne pas aller casser les véhicules. Justement, qu'est-ce qui se passe, Aurélie, si on a un accident ou si on arrive peut-être à une vitesse à 26-27 km/h, donc dans la réglementation, mais que ça tape en bas, et on peut taper un carter d'huile par exemple, on peut avoir des dégâts matériels sur notre voiture, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, sache que dans ce cas-là, c'est le maire de la commune qui est responsable, qui engage sa responsabilité. Alors, si vous êtes victime d'un ralentisseur hors norme, il faut tout de suite le faire constater par huissier. Donc je reste dans ma voiture, j'appelle mon huissier de justice, on n'a pas tous un huissier de justice. On n'a pas tous pour ami un huissier de justice. La première chose à faire, on garde le véhicule en sécurité évidemment, en espérant qu'il soit encore roulant. Et puis on a tous dans sa poche le smartphone. Alors on prend des vidéos, des photos, des lieux, du véhicule, du ralentisseur, le plus de choses possibles dans l'environnement. Des témoins éventuellement. Éventuellement des témoins qui peut-être sont même des riverains et qui connaissent la problématique. Et puis tout ça, on l'envoie à son assurance. On contacte évidemment son assurance pour faire constater les dégâts, vérifier si on a une protection juridique pour pouvoir faire intervenir aussi un expert automobile qui va venir voir l'état du véhicule, enfin qui va constater l'état du véhicule en garage. Et puis, une fois que tout ça est en place, le constat d'huissier et on engage la responsabilité du maire. Voilà, vous savez tout maintenant sur les ralentisseurs, ceux qui sont hors normes, pas hors normes. La question c'est, est-ce qu'on peut, via l'association 40 millions d'automobilistes, peut-être imaginer des perspectives, des mouvements vis-à-vis des élus pour les contraindre à respecter ces normes? Ça paraît quand même la base que les élus respectent les règles. Oui, alors c'est pas la première fois qu'on envoie des communications, qu'on essaie de sensibiliser le grand public et les élus via notamment les associations d'élus pour promouvoir les normes, les réglementations. Et puis on aura d'autres opérations plus généralement axées sur l'état du réseau routier et sur les équipements routiers. Et puis les élus doivent savoir aussi qu'ils ont toujours la possibilité de se tourner vers les professionnels du secteur, des gens dont le cœur de métier ce sont les équipements de la route et qui peuvent prendre conseil auprès de ces organismes. Et voilà, alors les ralentisseurs, eh bien vous l'avez vu, ils peuvent tout simplement casser votre voiture, la rendre totalement hors d'usage, les véhicules hors d'usage. On en parle tout de suite avec notre invitée, c'est la présidente de la CSIAM et on vous dit tout dans quelques instants. Que deviennent nos véhicules hors d'usage? En gros, tout ce qui part à la casse, tout ce qui ne fonctionne plus, c'est la question que je pose aujourd'hui à notre invitée exceptionnelle par sa gentillesse et parce qu'elle représente aussi. Atina Argiriou est avec nous, c'est la présidente déléguée de la CSIAM. Bonjour Atina. Bonjour. Ravi de vous avoir moi de même. Une nouvelle fois dans notre émission. On va bientôt écrire votre nom sur la chaise si ça continue. On va vous réserver une place. Très honorée. Alors, on en discutait la dernière fois et la question des véhicules hors d'usage est une question aussi à laquelle s'intéressent forcément les constructeurs automobiles dans le souci de la réduction de l'empreinte écologique. Alors voilà, on va faire simple. La voiture de Gabin, elle ne demande qu'à mourir. La voiture de Jade est déjà morte, elle roule encore, on ne sait pas pourquoi. La voiture de Louane est cabossée parce qu'elle a des accidents tous les 3 mètres. Et la mienne, c'est pas Jojo non plus. Que deviennent nos véhicules lorsqu'ils arrivent en fin de vie? Les véhicules de fin de vie, ils ont encore une valeur résiduelle. Et en France, on est les champions du recyclage.
même si on commence à parler maintenant en fait, de ce qu'on appelle REP, la responsabilité élargie du producteur, ou un terme que j'aime beaucoup moins, et je vous expliquerai après, pollueur-payeur. En France, on a vu en fait cet potentiel depuis des années et on a développé une filière de recyclage extrêmement performante. Qu'est-ce que c'est le recyclage? Le recyclage, la voiture, il arrive dans un centre agréé qui s'appelle VHU, véhicule hors usage. Ça, c'est tous les véhicules. C'est-à-dire que quand ma voiture, je la dépose chez mon garagiste parce qu'elle est fichue, elle part obligatoirement dans un centre comme ça. Absolument. D'accord. Tout à fait. Vous pouvez la laisser à votre garagiste pour pouvoir s'en occuper. Vous pouvez aussi appeler de la maison pour qu'on vienne la chercher. D'accord. Ça, c'était obligatoire. C'est obligatoire. C'est quelque chose qui a été mis en place à partir du 1er janvier 2024. Mais cette filière existe depuis très, très, très longues années. Alors, on va appeler Recycler mon véhicule, qui est l'éco-organisme qui s'occupe de recyclage de ces voitures. Ils vont vous demander, vous vous trouvez où, dans quel état est votre voiture, votre carte grise pour qu'on puisse la détruire administrativement, pour qu'elle ne soit pas exportée illégalement, voilà, qu'il ne sert pas à une filière illégale. On peut peut-être vous indemniser si la voiture elle a une valeur. D'accord. Absolument, tout à fait. Et après, elle va arriver au centre VHU. Là, on va commencer par la dépolluer. On va enlever en fait tous les liquides, tout ce qui est nocif, les huiles usagées, les liquides de refroidissement, qu'on va pouvoir envoyer dans une autre filière qui va pouvoir les recycler. Après, on va prélever en fait toutes les pièces qui ont encore une valeur, qui peuvent être utilisées et réinjecter en fait. C'est ça l'économie dite circulaire, la pièce de rechange, d'occasion. Tout à fait. D'accord. Après ça, on n'a pas encore terminé, on va pouvoir démonter la voiture et séparer des matières. Les plastiques, d'ailleurs on a plusieurs qualités de plastique. L'acier, le métal, on va appeler la filière d'électronique pour pouvoir tout les récupérer l'électronique, les cuivres, et tout ça on va l'envoyer au broyeur. D'accord. Et là, toutes ces matières-là, ils vont être réinjectées en fait dans l'économie. Alors ça existe depuis très longtemps. Qui a mis en place ce cycle un petit peu de recyclage et depuis combien de temps ça existe? Est-ce que je pense à l'époque de mon papa, sa voiture, quand on la lâchait il y a 20-30 ans, ça se passait pas comme ça? Ça se passait comme ça parce que moi je me souviens toujours des casseurs, où c'est des métiers un peu méprisés d'ailleurs, où ils venaient chercher, prélever ce qu'ils avaient une valeur, et ça commençait comme ça. Et c'est ces gens-là qui ont vu en fait les potentiels. Ça existe depuis de façon beaucoup plus organisée, beaucoup plus officielle, depuis qu'à Bruxelles, on a décidé d'utiliser cette filière-là, pas uniquement pour le recyclage, mais aussi pour pouvoir faire des études, travailler entre filières. Je vais vous donner un exemple qui peut parler à tout le monde. Les pare-brises, aujourd'hui, n'est pas recyclable. Pourquoi il n'est pas recyclable? Parce que les normes de sécurité font qu'il y a plusieurs couches de plastique. Oui, j'ai déjà vu parce qu'un jour il a cassé et donc mon pare-brise a cassé. Je ne vais pas vous mentir, en fait j'ai voulu tester la résistance du pare-brise. J'ai tapé. Voilà. Mais c'est incroyable, ça ne casse pas. Ça ne casse pas. Il y a du feuilletage partout, absolument. C'est de la folie. Alors pour pouvoir les recycler, il faut soit un traitement qui est nocif pour l'environnement, alors finalement recycler pour pouvoir apporter plus de nocivité, c'est pas bon, ou les laisser à l'extérieur comme ça, les films, ça décolle. Et une fois qu'on a fait tout ça, qui coûte beaucoup, on peut uniquement l'utiliser pour faire du goudron. Alors si toutes les filières en fait se mettent à travailler ensemble, les textiles, la porcelaine, les bâtiments, on peut trouver en fait des issues pour pouvoir réutiliser ces matières-là. C'est ça l'économie circulaire. Et ça va encore plus loin. Ça se dit en fait, au moment où on va dessiner un produit, que ce soit la voiture ou une broche à dents ou peu importe, on va tout de suite penser comment on va la recycler. Mais ce qui me plaît dans tout ça,
puisqu'on s'est investi à la SIAM et on a créé un éco-organisme pour pouvoir justement regrouper les forces de tous ces secteurs-là pour aller le plus loin possible. C'est que quand je regarde un peu l'histoire, je retrouve ces comportements chez mes grands-parents. Puisque j'ai 50 ans, alors du coup, j'étais témoin des 4 générations, celle de ma grand-mère, de ma mère, la mienne et celle de ma fille et de mon fils aujourd'hui. Et je vois en fait que c'est un comportement, je dirais, des années après-guerre où on rationalisait. On avait ce respect à la matière. Il y avait ce respect, il y avait la valeur en fait de la labeur, de la création. Alors on a évolué dans une société de consommation où finalement tout était jetable, tout était dispensable. On est revenu un peu sur le recyclage pour se faire bonne conscience. Et maintenant on retourne à nouveau. On est en train de passer d'une société du jetable à une société du durable en fait. Exactement. Et ça ces changements-là, cette maturité me plaît et on a la chance parce que dans l'automobile, on est très en avance sur ces pratiques-là avant même que ça soit la réglementation qui nous l'impose. Vous savez, que pour moi, là, c'est un choc. C'est un choc de vous entendre dire ça parce qu'il y a une telle image du milieu de l'automobile, les grands méchants, les lobbyistes qui ne pensent qu'à polluer. C'est comme ça qu'on vous présente. C'est comme ça que les médias vous présentent. Et on vous a là, en plateau, dans En roue libre, et vous nous parlez avec passion, avec envie de développement durable, mais d'une manière intelligente, de passer d'une société du jetable au durable. On a l'impression que finalement les constructeurs, ils sont plus qu'impliqués finalement dans cet aspect du développement durable, bien plus qu'on ne le pense. Comment ça se fait qu'on ne vous entend pas? Moi, je ne viens pas de l'automobile. Vous venez d'où alors? Je viens d'autres industries. En fait, je suis arrivée à la tête de la SIAM il y a seulement 3 ans. Et je prends beaucoup de plaisir et je défends ce secteur avec beaucoup de fierté et de conviction parce qu'aujourd'hui, l'automobile fait partie en fait, de ce tournant de la société. L'automobile, ce n'est pas uniquement un sujet industriel, c'est la société, c'est la diplomatie, c'est la géopolitique, c'est la coopération entre les États puisque l'automobile, par son usage, et par sa conception aujourd'hui, ces liens capitalistiques, c'est un bien en fait de tout le monde. C'est le composant en fait de plusieurs technologies, de plusieurs efforts. Alors sincèrement, je suis très fière de travailler en ce moment-là, dans ce secteur-là. Et quand je le défends vraiment avec mes tripes, j'y crois. Un petit mot sur l'Axiam tout de même, parce qu'on ne l'a pas rappelé dans notre émission, vous l'aviez vu, Atina, la dernière fois avec nous, mais l'Axiam, rappelez-nous en quelques mots. La SIAM, c'est une organisation centenaire qui regroupe 55 constructeurs dans l'automobile, dans les véhicules industriels, les bus et cars, les 2 roues moteurs. Qui on représente? On peut représenter en fait Toyota qui fabrique en France, mais également ceux qui importent, ou ceux qui ensemblent uniquement, ou ceux qui projettent d'établir une usine en France. Par exemple, ce que les publics ne savent pas, c'est que les véhicules industriels, et tous les véhicules industriels sont fabriqués en France. Les véhicules industriels, les poids lourds, les transports de marchandises qu'on voit, c'est une industrie d'abord européenne. On est des champions dans le monde, et que ce soit Scania, que ce soit Daimler, que ce soit Volvo, je ne sais pas si j'oublie, Iveco, on fabrique en France. Allez, cocorico. Voilà. C'était le mot de la fin par Atina Argiriou qui était notre invitée dans En roue libre. On a été ravis de vous la présenter. Vous voyez, dans le milieu de l'automobile, il y a des gens intelligents, il y a des femmes, et moi, je suis plutôt pas trop mal entouré, non? Gonfle, mec. Louane, je vais pas te le faire parce que sinon tu vas te prendre une pêche avec ma main gauche, mais c'est quoi ton histoire de DAB? Mais est-ce que vous avez une idée de ce qu'est au moins le DAB+? Ouais, je viens de te le faire. C'est le DAB+, c'est un grand DAB, tu as des plus grands bras, c'est sur le Gabin. Non, pas du tout, Pierre. On est plus sur le Digital Audio Broadcasting. Bien sûr,
Digital, audio, broadcasting. Alors Plus digital, interactif. je l'ai, audio, broadcasting, là je suis en brasse. Hein, donc, Bon, pour faire simple, c'est un autoradio qui est plus moderne et qui va trouver et garder la fréquence de ta radio. C'est-à-dire que si tu fais un Lille-Marseille, tu gardes la même radio et t'as rien besoin de toucher. Et t'as pas besoin de faire le ou alors de toucher les petits boutons là pour aller chercher ton 99.9 et puis tu perds ta radio et tu la retrouves 50 bornes après. Non, t'as plus besoin maintenant. Ça grésille dans la voiture, non? Plus besoin. Mais comment ça se fait? Bah, en fait, Attention! Attention! Si tu me dis que c'est parce que je suis né en l'an 1900, ça va mal aller pour toi. Non mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on arrive à évoluer et moi j'ai pas vu cette fonctionnalité dans ma voiture sur mon autoradio, pourtant la voiture est assez récente. alors toi, tu peux t'en équiper sur ta voiture, tu peux trouver tout plein de modèles à environ une dizaine d'euros et après les 10 prix euros. évoluent. Une dizaine d'euros. Ouais, un peu plus, ouais, plusieurs dizaines. Mais à partir de mi-2020, toutes les voitures vendues en France sont équipées naturellement du DAB+, du système DAB+. Mais alors qu'est-ce que c'est en fait le DAB+? C'est-à-dire qu'on ne va plus chercher une fréquence radio? Non, il va la trouver toute seule. C'est-à-dire que je vais demander par exemple Sud Radio, qui propose une bonne matinale avec quelqu'un que je connais bien, ou Laurence, qui le week-end, je mets Sud Radio et je vais avoir Sud Radio partout. Tout le trajet. Je suis à Lille, j'ai Sud Radio. Oui. Mais est-ce que toute la France est couverte ou est-ce qu'on a encore des zones blanches sur ce DAB+? Toute la France, tout le territoire français est couvert par le DAB+. La fin des territoires, c'est couvert entre 2022 et 2024. Aujourd'hui, c'est bon. Et cette innovation, on la retrouve, alors si je résume, depuis 2020, tous les autoradios qui ont été commercialisés doivent intégrer cette fonctionnalité. C'est ça. Donc si on l'a pas, c'est qu'on l'a mal réglé peut-être dans notre voiture. Oui, c'est ça. Bon, allez, je me tourne vers Jade. Jade, tu as le DAB+ dans ta voiture? Tu l'as vu, ma petite Twingo, je l'ai pas. Oui, avant 2020, il n'y avait pas ta Twingo. Et toi, Louane? 2006. Ouais, alors le DAB+, vous voyez, il va s'imposer dans les années à venir. Ce système va nous permettre, donc, comme nous le dit Louane, de garder notre fréquence radio préférée pour pouvoir l'écouter partout. En fait, c'est un petit peu la TNT pour la télévision, mais adaptée à la voiture. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on aura une meilleure qualité sonore. Plus de stations et surtout le maintien de ton écoute. Et surtout le maintien de l'écoute. Au revoir le grésillement quand on passe dans les montagnes. Ça peut être une bonne idée. Merci Louane d'avoir démonté notre bagnole et d'avoir démonté aussi mon autoradio. Si tu peux me le changer, le mien, ça serait pas mal. Merci à tous de nous avoir suivis. On est vraiment très heureux de vous compter parmi nous, un petit peu à la table avec l'équipe tous les dimanches matins. On se retrouve la semaine prochaine. Pour l'heure, il me reste juste à vous remercier et à vous dire de vous abonner sur notre chaîne YouTube, à partager le lien de l'émission, à la faire connaître autour de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine en roue libre. C'est votre émission et comme vous le voyez, elle se fait dans la bonne humeur. Je crois que ça va pas tarder à finir en crise de rire des deux côtés.